Bonjour, bienvenue à cet épisode spécial. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a semé beaucoup de controverses, la guerre entre l'Irak et les États-Unis en 2003. Lors du reportage d'aujourd'hui, nous allons recevoir des experts qui se connaissent beaucoup en ce sujet et nous allons faire des retours en arrière en 2003. Commençons par visionner un reportage tourné en 2003, au moment où le conflit a éclaté. La guerre est déclarée. Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Irak après avoir découvert des armes de destruction massive. N'ayant pas respecté les lois sur l'armement nucléaire, le gouvernement des États-Unis a décidé d'intervenir militairement en Irak. Le président Bush a donné un ultimatum de 48 heures à Saddam Hussein pour quitter le pays, après quoi la guerre sera déclarée. Certains leaders des pays du Moyen-Orient ont joint le président Bush et ont eux aussi fait pression sur Saddam Hussein. Les États-Unis ont tenu à utiliser la force et insistent que la diplomatie n'est pas la méthode à utiliser dans les cas comme celui-ci et que seule une intervention militaire pourra assurer la sécurité. L'Irak a pour sa part dénié les allégations des États-Unis. Saddam Hussein refusa de se désarmer tant et aussi longtemps qu'il sera au pouvoir. Les États-Unis se sont associés avec l'ONU car celle-ci croit en sa mission puisqu'elle a comme raison de confronter des dictateurs agressifs. Rappelons-nous que le 8 novembre 2002, le Conseil de sécurité vote la résolution 1441 déclarant que l'Irak était en violation substantielle. Cette résolution offrait une dernière possibilité de se désarmer avant de faire face à de sérieuses conséquences. Elle prévoit d'instituer un régime d'inspection renforcé. Refusant de quitter le pays, la guerre est maintenant déclarée. Toutes les nations du monde s'unissent pour mettre un terme à ce danger. Nous revoici quelques années plus tard, parlant toujours de cette même tragédie. Celle-ci a causé la mort de 250 000 Irakiens et plus de 2,5 millions de réfugiés. Pour mieux comprendre cette tragédie, nous allons regarder un reportage d'une chaîne télévisée en 2003 qui nous parle d'une ligne du temps de cet événement. Bonjour, bienvenue à Parlons Nouvelles. Aujourd'hui, le 15 février 2003, nous allons entamer une liste des événements survenus depuis la nouvelle année en Irak. En d'autres mots, une ligne du temps Irak 2003. L'année 2003 ne débute pas très bien pour l'Irak. Ce pays est en conflit avec les États-Unis ainsi que d'autres pays qui sont alliés à eux. De janvier à mars, il est inscrit dans certains journaux américains comme The Economist, Reuters, The New York Times, Associated Press, annonçant que les forces militaires américaines pourraient utiliser des armes à énergie guidées en Irak. Les États-Unis et ses alliés se préparent pour la guerre en Irak. Plusieurs articles de presse disent que les forces militaires américaines pourraient utiliser des armes à énergie guidée. Elles sont très puissantes et dangereuses. L'objectif est de neutraliser l'électronique ennemie. Le mercredi 8 janvier 2003, le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin demande aux Américains de lui transmettre le plus rapidement possible toutes les informations disponibles qu'ils disent détenir aux inspecteurs de la COCOVINU et de l'AIEA, ce qui permettrait au Conseil de sécurité des Nations unies d'apprécier la réalité des faits. Par contre, le 9 janvier 2003, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, Hans Blix et Mohamed El-Baradi disent n'avoir trouvé aucune preuve démontrant l'existence d'armes destructives massives en Irak. Malgré, ils affirment que la coopération des autorités irakiennes est insuffisante. Le temps est compté pour le régime de Saddam Hussein. Le secrétaire d'État américain Donald Rumsfeld lui indique de s'exiler pour éviter la guerre. Plusieurs manifestations vont avoir lieu en Irak dénonçant la guerre. On entend non à la guerre contre l'Irak, justice, paix et démocratie au Proche-Orient et dans le monde. En Europe, 200 000 personnes manifestent en France, dans la ville de Paris. Le samedi 25 janvier 2003, les inspecteurs de l'ONU visitent le principal palais présidentiel de Saddam Hussein à Bagdad. On estime qu'absolument rien ne justifie une guerre faite en Irak. Malgré, le mardi 8 janvier 2003, le président George W. Bush indique son discours sur l'état de l'Union qu'il a des preuves contre l'Irak, soit les armes massives de destruction
et le mouvement terroriste Al-Qaïda. Le gouvernement irakien annonce qu'il va coopérer encore plus. Il accepte le survol de son territoire par des avions espions. Nous allons passer du côté de Laura Chicone-Mora, qui est en compagnie d'un expert des conflits géopolitiques qui va pouvoir répondre à plusieurs questions. Bonjour, ici Laura Chicone-Mora en compagnie de l'experte en conflits géopolitiques Madeleine Gravel. Tout d'abord, la plupart des experts à l'époque estimaient que l'Irak a reconstitué son programme d'armes nucléaires. Donc, elle a repris la production d'agents chimiques, a conservé et développé des missiles, a acquis un moyen d'enrichir l'uranium, etc. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer l'approche qu'a eue George Bush quand c'était la guerre en Irak en 2003? Oui, dans le fond, le président Bush a engagé en 2003 des experts pour confirmer les allégations aux membres de l'ONU. OK. Comment George Bush a convaincu ses experts à mentir à l'ONU et au reste de l'Amérique? Et il a entre autres payé de grandes sommes d'argent aux experts pour qu'ils confirment qu'il y avait entre autres des missiles en Irak. C'était quoi les allégations que les experts disaient à l'ONU puis au reste du public américain? Il a demandé de dénoncer les Irakiens en quoi qu'ils ne respectaient pas les lois de désarmement des États-Unis et qu'ils étaient bel et bien en possession de missiles. Aussi, dans leur témoignage, les experts devaient expliquer des preuves selon leur expertise qui soutenaient les allégations de l'Irak. OK. Alors, est-ce que selon vous, toutes les informations menaient à la même conclusion? Donc, est-ce qu'il y aurait pu avoir plusieurs scénarios différents? Non, parce que Bush imposait aux gens une seule manière de voir la situation et il déniait tous les faits qui prouvaient le contraire. Est-ce qu'il y avait des gens ou des experts qui étaient contre les allégations de Bush, qui ne croyaient pas? Oui, en effet, comme par exemple Joseph C. Wilson, qui était un ancien diplomate lors de cette situation. En 2002, il s'est fait engager par la CIA pour poursuivre une enquête sur la quantité d'uranium nigérien qu'il y avait en Irak. À la fin de ses recherches et de son enquête, il a découvert qu'il n'y avait pas assez d'uranium pour que Soudan puisse mener son projet d'armes nucléaires. Passons maintenant à notre sociologue en chef, Félix-Antoine Vincent. Alors, parlez-nous de la réaction de la population lors du conflit en Irak en 2003. Alors, le conflit en Irak a eu plusieurs conséquences sur la population en Irak, comme sur la population partout dans le monde, entendu. Mais quelque chose de spécial qui s'était passé, c'est qu'en 2004, il y a eu une vidéo qui a été filmée. Dans cette vidéo-là, ce qu'on voit, c'est qu'un entrepreneur américain, Nick Berg, on voit qu'il s'est fait décapiter par un groupe armé quelconque, justement en Irak. Et cette vidéo-là, ce que ça avait créé comme effet sur la population partout, c'est les gens avaient peur et ils commençaient à paranoïer, puis ils se sentaient concernés par ça, puis ils pensaient que ce conflit-là, qui était quand même très local, ils pensaient qu'il allait commencer à se propager partout, puis que ça allait vraiment dégénérer de façon globale partout sur la Terre. Aussi, à part ça, il y a plusieurs groupes, justement, comme j'ai mentionné, qui se sont formés durant l'invasion américaine, qui prenaient part au conflit d'une façon ou d'une autre. Et les principaux groupes résistants qui sont formés, qu'on parle le plus, on parle de la guérilla et de l'armée islamique. Ces deux groupes-là, à eux seuls, sont responsables de la majorité des enlèvements et des kidnappings qui ont eu lieu en Irak durant cette crise-là. Et l'affaire, c'est avec l'armée islamique, eux, ils sont particulièrement violents et c'est ça leur réputation, c'est d'être particulièrement violents et quand ils kidnappent des gens, s'ils n'ont pas de rançon, ils vont juste les assassiner systématiquement comme ça. Donc c'est vraiment des gens que, en Irak, les gens ils ont peur de l'armée islamique. Alors, l'implication de la France était très controversée. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, alors la France, dans ce conflit-là, au début, eux, ils sont juste restés neutres et ils ne sont pas impliqués jusqu'à ce que deux de leurs journalistes soient enlevés par un groupe résistant. Et l'affaire, c'est que ça va entraîner plusieurs manifestations, autant en Irak qu'en France, et même partout dans différents pays du monde. Et à ce point-là, l'affaire, c'est qu'il y avait plusieurs groupes résistants qui s'étaient formés durant l'invasion américaine, qui étaient rendus que eux, ils faisaient juste des revendications violentes à différents pays ou à différentes organisations, puis ils blâmaient les gens de choses, et c'était ça. Fait que ça créait plein de petites crises, si on veut, comme à plus petite échelle,
en parallèle. Et dans le fond, même si la France n'était pas vraiment impliquée dans le conflit avec les États-Unis et l'Irak, comme toute cette crise-là, ils se sont retrouvés en plein milieu de ça justement à cause que les groupes armés formés durant ce conflit-là entre les États-Unis et l'Irak, eux, il y avait d'autres choses aussi qu'ils revendiquaient, donc ça a impliqué d'autres gens dans le conflit, comme la France. Et justement, ça avait été controversé que la France s'implique dans ce conflit-là, même s'il n'y avait pas rapport. Mais dans le fond, c'était parce qu'il y avait des Français, des journalistes français qui avaient été kidnappés. Donc, à partir de ce moment-là, les Français ont décidé qu'eux, ils devaient agir à cause. Alors, comment c'était pour la population locale? La population locale, eux, la façon que ça se passait pour eux, c'était que après l'invasion américaine, il y avait eu un gouvernement temporaire militaire qui a été mis en place. Mais ce gouvernement-là, il n'y avait aucunement le soutien de la population, à un point tel qu'il y avait des conflits entre le gouvernement et la population. Il y avait des affrontements dans les rues. Alors, nous allons passer à notre prochain expert, Justin Woodcock, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Alors, nous l'avons par téléphone. Bonjour, Justin. Ici, j'ai 2 questions à laquelle j'aimerais que vous nous répondiez. Donc, la première question est, expliquez-nous les raisons pour lesquelles la communauté internationale a ou aurait dû intervenir face à la guerre de l'Irak. La guerre d'Irak, troisième guerre du Golfe de 2003, tire ses racines d'une série de conflits dans le Golfe Persique, notamment la guerre d'Iran-Irak et celle du Koweït, toutes les deux une conséquence de la recherche du pouvoir économique dans le secteur pétrolier. Cette dernière, suscitant l'attention de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis qui décident de venir en aide au Koweït, mène à une dure défaite de Saddam Hussein. En 2003, en raison des accusations non fondées sur les armes à destruction massive et de vouloir mettre fin au terrorisme ainsi qu'à la dictature en Irak, les États-Unis, supportés par plusieurs pays au Conseil, mis à part les 4 qui ont décidé de s'abstenir de donner une décision concrète, décident d'envahir l'Irak. Suite à la guerre, sachant aujourd'hui que les accusations étaient réellement que fondées et qu'il n'y avait pas d'armes à destruction massive, les 4 pays étant l'Allemagne et 3 pays membres permanents du Conseil, la France, la Russie et la Chine, auraient dû s'opposer de façon convaincante face à l'envahissement des États-Unis sur l'Irak. Merci beaucoup. Passons à la deuxième question. À la lumière de cette guerre, qui s'en sort vainqueur et qui s'en sort perdant? Les États-Unis s'en sortent vainqueurs de cette guerre, mais ils sont aussi perdants considérant l'échec des accusations et de l'humiliation envers la communauté internationale face au carnage créé en Irak. De plus, le terrorisme n'a pas été définitivement dissous en Irak, et d'un autre côté, ce dernier s'en sort sans aucun doute perdant, car ils sont vaincus en moins de 2 mois et leur président, Saddam Hussein, est assassiné. Suite à la guerre, d'autres guerres civiles suivront. Merci d'avoir été des nôtres pour notre épisode spécial. De retour la semaine prochaine.